Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette 6e édition du Blue Innov Live, l'émission réalisée par le Ouest France Le Marin en partenariat avec le Pôle Mer. Vous le voyez derrière moi, nous avons aujourd'hui posé nos valises à Saint-Malo pour la route du Rhum. Le village a ouvert. Les navires arrivent petit à petit, les IMOCA, les classes 40, les ultimes. Tous les navires sont en train de rentrer dans le port petit à petit. Et pour cette émission dédiée à l'innovation maritime, je serai accompagnée de Michel Desjoyaux. Bonjour Michel. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets de vous présenter cette thématique qui est consacrée à la course au large au cœur des innovations, à la fois pour l'innovation maritime et le transfert de technologies au-delà de ces secteurs, mais aussi sur la réduction de l'impact environnemental de ce sport et de ses prouesses sportives. Donc je vais accueillir Michel Desjoyaux, comme je vous le disais, pour notre éclairage. Bonjour à toutes et à tous. Alors une petite aparté, on a appris il y a quelques instants le décès de Mike Birch. Mike était le vainqueur de la première édition de la Route du Rhum. On se souvient d'un final à l'approche de la ligne d'arrivée incroyable avec le monocoque de Michel Malinowski qui est en tête et puis qui est dépassé par ce petit trimaran jaune mené par ce solide Canadien, frêle mais solide. Et je crois que c'est un moment étonnant qui parte ce matin au moment où justement la route du Rhum se porte très bien. On le voit derrière nous. Je trouve que c'est un joli clin d'œil qui choisit ce moment-là pour nous quitter. Et c'était un symbole de l'aventure qu'est la course au large. Et vous, pour votre part, vous avez aussi remporté la route du Rhum. C'était en 2002. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'était la course à l'époque, à la différence de ce qu'elle est aujourd'hui? On a des sauts technologiques année après année. Mais quel était votre ressenti en passant la ligne d'arrivée en Guadeloupe? En 2002, c'était une édition un peu particulière puisqu'il y avait eu des conditions météo absolument terribles avec des vents de plus de 70 nœuds et de la mer très forte. Alors moi, je n'ai pas eu ça, mais j'étais juste derrière. Il y a eu une hécatombe notamment chez les multis, chez les trimarans Orma. On est 18 bateaux au départ ici dans le bassin juste derrière et on n'est que 3 à couper la ligne d'arrivée. Donc forcément c'était un soulagement énorme de finir déjà parce que y en a beaucoup qui sont restés sur le bord de la route, quelques-uns ont perdu leur bateau. Mais surtout ça a été des conditions terribles. Maintenant, je crois qu'il y a une évolution régulière de la première édition jusqu'à aujourd'hui, et puis j'espère que ça va continuer surtout. Et les évolutions sont notamment technologiques. On voit aujourd'hui les navires par rapport à la navigation qu'on a pu voir dans les décennies précédentes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'assistance, que ce soit satellite ou bien de l'intelligence artificielle à bord. Enfin, qu'est-ce que ces navires qui sont aujourd'hui plus ou moins des Formule 1, qui sont hyper instrumentés, quel est l'état d'un navire aujourd'hui? C'est loin de juste une voile et la propulsion vélique, c'est bien plus. Oui, alors ça reste de la propulsion vélique, ça reste quand même des voiles. C'est un sport mécanique, la voile. À outrance peut-être pour certains, mais voilà, c'est aussi ça qui fait avancer le schmilblick. Et de plus en plus sophistiqué, a fortiori parce que, comme ici sur la route du Rhum ou d'autres courses, quand c'est en solitaire, le marin s'appuie, il n'en a peut-être pas besoin, mais il s'appuie sur tout un tas de technos qui vont lui rendre service, qui vont faire du boulot à sa place, principalement barré par exemple, puisque le pilote automatique est autorisé, pilote électronique, avec de plus en plus de sophistication, des capteurs de plus en plus sophistiqués, précis, et des algorithmes qui sont de plus en plus élaborés, qui prennent en compte de plus en plus de paramètres. Et puis je dirais toute la panoplie des outils qui sont à disposition du marin, que ce soit par exemple pour ne pas casser des foils, pour ne pas casser des mâts, pour connaître en permanence ce qui se passe dans les efforts du bateau. Puis ça va bien évidemment, puisque c'est de la propulsion vélique, donc sur la connaissance du vent, mesure du vent autour du bateau, mesure du vent et prévision de plus en plus sophistiquées, algorithmes de routage. Et puis tout ça, ça emmène un écosystème qui est assez impressionnant. Je ne vais pas faire mon vieux con, mais quand je fais ma première route du Rhum en 2002, je crois qu'on était une des grosses équipes. D'ailleurs, je vois Jeff qui est là, qui en faisait partie. Je crois qu'on était 7 ou 8. Aujourd'hui, 7 ou 8, c'est un tiers d'une équipe d'IMOCA. Donc, et c'est tant mieux parce que on va chercher aussi, du coup, ça ramène de la jeunesse, ça ramène des compétences extérieures. Avant, on vivotait un petit peu sur notre milieu. Mais pour gonfler les équipes, il faut aller chercher à l'extérieur. Et vous avez évoqué les foils, c'est quelque chose qui est très impressionnant
impressionnant quand on voit le départ des courses et ces navires qui volent. Alors, pour vous, en fait, c'est finalement pas si nouveau, mais c'est fascinant. Et de nombreux secteurs économiques s'en inspirent aujourd'hui pour aller plus vite et pour ne plus avoir la prise des vagues, finalement, pour aller plus vite. Oui, alors le foil, c'est un truc qui est très vieux. Éric Tabarly n'a pas été l'inventeur, mais a été un des grands promoteurs de ce principe. Il paraît que déjà en 1880 à peu près, un truc comme ça, il y avait des essais de bateaux montant sur des foils dans la Tamise, tractés par des chevaux sur le chemin de halage de la Tamise. Donc on est loin des foils d'aujourd'hui, bien sûr. Ça a énormément évolué. Le design, la façon de les rendre le plus solide possible, mais le plus fin possible, puisque c'est un petit peu ça la problématique de la conception et de la construction d'un foil. Plus il est épais, plus il est costaud, mais plus il traîne dans l'eau. Et donc, forcément, il faut aller chercher l'optimum de ces solutions-là. Et puis là, aujourd'hui, on voit une démocratisation du foil qui me faisait un petit peu peur au tout début quand il y avait plein de petits bateaux, de petits katas de sport ou même les mottes à foil et maintenant les kite foil, où là on se retrouve avec tout le monde qui joue à ça. Alors moi j'ai un copain qui s'est mis au kite foil, il est avec les combinaisons en Kevlar, des rembourrages en mousse, le casque parce qu'il a peur de se couper et il se coupe de temps en temps. Donc ça fait un peu peur de voir ça. En même temps, c'est génial parce que on sait que c'est très pur, on sait que ça fait un mouvement très propre sur l'eau. D'ailleurs, ça fait beaucoup moins de vagues. C'est comme ça que de loin, on peut voir si c'est un kite ou un foil, une planche classique ou un foil. Et c'est vrai que ça amène pas mal de gains de performance. On le voit sur les bateaux de course au large maintenant, mais on le savait déjà depuis longtemps. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur l'hydroptère, donc avec Alain Thébault, dans les années 92-93, on était pris pour des fous à l'époque, alors que c'était déjà une évidence. Et puis petit à petit, c'est arrivé. Il y a des réglementations qui l'ont interdit, notamment chez les ormas, par exemple. Le but du jeu, il ne fallait pas voler, c'était dangereux. Et puis petit à petit, quelques années plus tard, ça y est, tout le monde veut un foil. Et si à 40 ans, on n'a pas son foil, on a un peu gâché sa vie. Et il y a d'autres allers-retours historiques, si on peut parler de ces transferts de technologie qui viennent. C'est la question de la voile et de la propulsion vélique pour le transport maritime. Historiquement, les navires fonctionnaient à la voile et aujourd'hui, vous travaillez avec Michelin notamment sur un projet de voile gonflable. Oui, il y a 150 ans, le transport maritime se faisait à la voile. Le diesel et la vapeur n'existaient pas encore. Les bateaux, quand ils arrivaient à l'entrée d'un port, ils étaient pris en charge par des chaloupes à rame. Quand ils ne pouvaient plus naviguer avec leur propre voile. Voilà, donc mettre de la propulsion vélique sur du transport maritime, pour moi, ce n'est pas une innovation. C'est pas une régression non plus, au contraire, c'est un retour au bon sens. Et on ne le fait pas comme on le faisait à l'époque. Aujourd'hui, on a une instrumentation, des capteurs qui permettent de perfectionner. Du coup, ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces et de savoir, je dirais, vendre ces solutions-là. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de solutions qui existent. Alors, elles ne sont pas toutes sur étagère. Il y en a d'ailleurs étonnamment pas beaucoup sur étagère, mais il y a plein de solutions. On se souvient de l'aile aspirée du commandant Cousteau sur l'Alcyon. Il y a des tubes qui tournent, l'effet Magnus. Il y a des ailes rigides, articulées, pas articulées, réversibles, pas réversibles, symétriques, pas symétriques, des ailes qui s'affalent, des ailes en tissu, comme celle de Michelin, par exemple, gonflables. Et ce qui amène tout ça sur le devant de la scène aujourd'hui, c'est la réglementation, parce que les transporteurs maritimes, jusque-là, ne se préoccupaient pas de ça. Quand on allait les voir en leur disant on peut mettre des voiles sur des bateaux, ils disaient ça m'intéresse pas, le pétrole est pas cher. Et puis quand le pétrole était cher, ils disaient on n'a plus de sous pour investir, pour faire de la recherche. Donc ça n'avançait pas. Donc c'est la réglementation qui les contraint aujourd'hui. Et du coup, et c'est un peu pour ça que je suis là du coup, la course au large aujourd'hui, historiquement, la compétition, c'est quand même ce qui tracte. C'est la même chose dans l'automobile, et c'est la même chose dans la voile.
Et donc, on a l'habitude d'exploiter le vent sous différentes façons. Vous avez quelques bateaux différents dans le port ici. C'est dans la course au large qu'il y a le plus de moyens en voile, en France en tout cas. Et comme en plus, comme je disais tout à l'heure, comme c'est en solitaire, c'est encore plus exigeant en qualité, en assistanat d'une certaine façon. Et donc, c'est par cet écosystème-là qu'il y a plein de solutions qui arrivent, et aussi des gens comme moi, par exemple, mais il y en a d'autres, où on arrive avec un œil différent d'un ingénieur, et aussi, en tant que compétiteur, on est des machines à optimiser, et donc on a un ensemble devant nous, et on va essayer de l'optimiser par rapport à un concept qui existe déjà, parce que les concepts de propulsion vélique, c'est aujourd'hui très très dur d'innover, quasiment tout a été fait. Et la propulsion vélique, elle vient pour décarboner du coup le transport maritime. Et on va aussi se pencher pendant notre deuxième table ronde sur la question de décarboner, en tout cas de réduire l'impact écologique de la course au large. Parce que bien que ce soit propulsé par le vent, ce n'est pas un sport complètement vert, c'est de la fibre de carbone. Non. On a des objectifs de performance de vitesse qui poussent vers des productions qui ne sont pas tout à fait neutres. Très souvent, les gens me disent « Ah, c'est génial la voile, c'est un sport propre et tout. Regardez ce qu'ils font dans les voitures et tout, c'est pas bien. » Je dis « Mais... » Ouais, ok, une fois qu'on prend le départ et que le bateau avance juste avec le vent qui souffle dans les voiles, oui, là, on est propre. Mais avant et après, c'est pas génial. Quand on fait un Vendée Globe aujourd'hui qui dure 3 mois, on va partir aujourd'hui avec 150 litres de gasoil. C'est très peu, c'est ce que bouffe un camion en quelques heures, un semi-remorque en quelques heures. Donc, c'est pas cet impact-là qui est c'est pas génial, mais oui, c'est surtout sur la construction. On est un peu des gosses de riches, on change de bateau presque tous les 4 ans. Une route du Rhum tous les 4 ans, un Vendée Globe tous les 4 ans, c'est un peu ça la périodicité. Et du coup, voilà, il faut qu'on... Alors, on n'a pas à donner des leçons, je pense. Il faut faire très attention au greenwashing. Et à ne pas se faire avoir, et à ne pas se faire emmener dans une spirale de greenwashing. Par contre, on doit être aussi exemplaire, a fortiori, parce qu'on a envie que ça continue et on a envie de léguer des belles choses pour ceux qui arrivent derrière. On en parlera pendant notre deuxième table ronde. Et puis surtout, vous restez parmi nous pour toute l'émission et vous reviendrez en fin d'émission pour nous apporter un peu votre éclairage et comment est-ce que vous avez vécu toutes ces séquences. Donc, merci beaucoup de nous avoir offert cette introduction. Je vous invite à vous qui nous regardez à ne pas hésiter à envoyer vos commentaires sur notre chaîne YouTube pour nous envoyer vos propres questions et pour qu'on puisse un peu faire réagir nos différents intervenants.